Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle synthèse consacrée à un exercice essentiel du baccalauréat, le commentaire de textes littéraires. Cette séance sera animée par deux enseignants chevronnés que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui. M. Abdourahmane Mané, professeur de lettres modernes au lycée Aoun Sané, et Mme Ndeki Irène Julienne Gomis, professeur de lettres modernes au lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona. Et nous guiderons à travers les enjeux, les étapes clés et les exigences de cet exercice, avec l'objectif d'aider chaque candidat à mieux s'y préparer et à réussir. Maintenant, je vais en profiter aussi pour remercier la présidente de CENOM, qui ne ménage aucun effort pour la réussite des candidats, et aussi à notre partenaire Amina Diagne, qui nous a permis maintenant de faire maintenant cette diffusion en Zoom. Et sans plus tarder, maintenant aussi, avant d'oublier aussi, je remercie tous les membres de ce nommé. Et sans plus tarder, je passe la parole à M. Mané, qui va se présenter, et en même temps présenter Mme Deki, pour ne pas dire Mme Diagonal. Merci. Merci beaucoup, Aïssatou. Les jours passés, alaykoum salam, on avait fait une synthèse sur le résumé suivi de discussion. Ça nous a, avec Madame Fall, ça nous a permis non seulement de revenir sur le résumé et la discussion, mais d'anticiper sur la dissertation. C'est pour cela que cette année, on n'a pas senti la nécessité de revenir sur la dissertation parce que ça a été vraiment bien abordé à travers la discussion qui n'est qu'une dissertation. Aujourd'hui, nous continuons avec un exercice que beaucoup d'élèves n'aiment pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'au bac, vous avez 3 sujets au choix. On suppose que donc tout candidat doit être en mesure de faire les 3 sujets. Maintenant, il pourrait se dire, je vais faire la dissertation parce que je pense que j'aurai une meilleure note que si je faisais le commentaire ou le résumé. Donc, après l'intervention de Madame Deki, vous verrez que cet exercice qui semble difficile, en réalité, ne l'est pas. Donc, elle va revenir sur certains aspects. J'ai envie de dire même trucs et astuces parce que ce ne sera pas une répétition monotone du cours que vous avez déjà fait, que votre professeur a déjà fait. Donc, ce sera l'occasion pour elle de revenir en tant que correcteur qui a longtemps corrigé le bac, qui sait ce qu'on attend d'un élève et quels sont aussi les manquements que les élèves mettent dans leur copie. Donc, elle va revenir par rapport à ces compétences qu'on doit avoir et les erreurs à éviter. Donc, nous profitons pour remercier Madame la présidente de CENOM, Madame Maimouna Diakhaté-Leye, Madame Aïssatou Ndiaye, Madame Ndeki, je pense que c'est la deuxième fois déjà que vous animez une synthèse. L'année passée, vous l'avez fait avec Guillaume. Et cette année, vous êtes là encore. Merci à vous. Merci à vous, chers collègues et chers élèves, ceux qui nous suivent. Et on vous dit aussi, vous aurez la possibilité d'avoir l'enregistrement. Donc, vous pourrez avoir la rediffusion pour vous qui souhaitez encore revoir ou pour vos camarades qui n'ont pas eu la possibilité de se connecter aujourd'hui. Donc, Madame Deki, comme l'a si bien présenté Aïssatou, elle est professeure de lettres modernes au lycée agricole Émile Badiane de Bignona. Donc, Madame Deki, aujourd'hui, vous allez nous parler des commentaires. Et je pense que les élèves sont assez attentifs pour pouvoir noter. Et s'ils le veulent aussi, vous interpeller par rapport, s'ils ont des questions. Madame Deki, vous avez la parole. Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci, Monsieur Mané, pour l'entrée. Merci donc à toute la famille séninienne. Comme tout le monde l'a fait, je vais remercier Madame la présidente de CENAM, ainsi que tous les formateurs de CENAM, particulièrement Madame Aïssatou Ndiaye.
Voilà, et toutes les autres, et tous les autres formateurs de CNAM, grâce à qui nous pouvons faire ces synthèses-là, que vont bénéficier tous ces élèves ou tous ces candidats au baccalauréat. Voilà, alors, comme vous l'avez si bien dit, le commentaire de texte est un exercice littéraire qui est tout simplement, qui va revenir parmi les sujets au bac. Donc, que ce soit le résumé sur lequel est déjà revenue Madame Djouma Fall la dernière fois, et elle a abordé aussi la discussion qui renvoie aussi à la dissertation. Il y a le commentaire de texte qui est un autre exercice aussi qui est proposé à ces épreuves-là. Et donc, comme l'a souligné M. Mané tantôt, je pense que c'est la deuxième fois. Oui, l'année dernière, on avait parlé du commentaire de texte. C'était revenu sur le commentaire de texte avec un exemple à l'appui. Donc, ce qui fait que cette année, on va juste revenir sur certains points, l'essentiel, on va dire. Voilà. Donc, le commentaire de texte, comme nous l'avons vu la dernière fois avec Mme Dumondong, c'est l'autre exercice proposé au bac qui vous avez pour support un texte qui vous est proposé. Maintenant, le texte, il peut être extrait d'une œuvre au programme, comme il peut ne pas être extrait d'une œuvre au programme. En tout cas, c'est un texte qui vous sera proposé et on vous demandera d'en faire un commentaire. Et puis, il y aura toujours, désormais, ce sont les consignes améliorées et on dit clairement aux candidats ce qu'on attend d'eux dans les différentes consignes, que ce soit commentaire composé ou commentaire suivi. Alors, voilà. Donc, le commentaire. Voilà. C'est le premier slide, monsieur Mané. Voilà. D'accord. Allez, vite. Oui, excusez-moi. Travailler à la maison. Oh. Allez-y, monsieur Mané. Slide. Donc voilà, il s'agit donc de comprendre l'exercice du commentaire de texte. Alors, c'est un exercice d'analyse approfondie. Donc, le commentaire va au-delà de la simple compréhension de ce texte-là et va exiger plus une rigueur, une méthode et une réflexion pour bien aborder le texte et pour bien en faire un excellent ou un très bon commentaire. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le commentaire, les enfants ont l'habitude de le faire dans la vie de tous les jours. Ils le font tout le temps. Donc, c'est juste ensuite une question de technique qui manque peut-être, de méthode, on va dire. Alors, c'est aussi une démonstration de compétences. Alors, quand on parle de démonstration de compétences, oui, c'est Mané. Donc, il va tout simplement permettre de montrer la maîtrise que l'on a des concepts littéraires qu'on a déjà étudiés en classe et la capacité à pouvoir établir des liens, des links entre le texte lui-même, l'auteur et son époque. Donc, il y a ces trois aspects-là à prendre en compte. Le texte, l'auteur du texte et l'époque dans lequel, nous allons dire le contexte dans lequel le texte a été produit. Et une épreuve clé au bac, puisque au bac, nous avons trois épreuves au choix. Donc, l'élève choisit l'exercice qui convient. Et parmi ces exercices-là, il y a le commentaire de texte qui, à mon avis, fait partie de ces exercices qui est le plus abordable, je vais dire, parce que vous avez déjà, c'est un texte sur lequel vous allez vous baser, vous allez travailler sur un texte et il s'agit tout simplement maintenant de pouvoir allier tous ces éléments qu'on a cités tantôt. D'abord, pouvoir comprendre le texte, ensuite, pouvoir avoir une méthode de travail et maintenant, tous ces éléments-là qu'on a déjà, tous ces concepts littéraires, et donc pouvoir mettre en œuvre tout simplement une réflexion
cohérente et tout simplement pertinente par rapport à ce texte-là, à son auteur et à son époque. Slide suivant. Donc, la première étape pour la compréhension du texte va tout simplement nécessiter de pouvoir prendre son temps pour saisir l'essence du texte lui-même. De quoi est-ce qu'il est question quelle est la problématique posée dans le texte? Et donc, la compréhension du texte constitue, nous allons dire, le fondement de toute analyse réussie. Et donc, cette étape-là, elle est essentielle, elle est cruciale pour pouvoir tout simplement détecter toutes ces nuances-là, détecter toutes ces intentions de l'auteur. Alors, comment qu'est-ce qu'il faudra le faire? Donc, il faut d'abord commencer par lire plusieurs fois le texte qu'on nous propose. Et donc, c'est plusieurs lectures qui vont nous permettre de nous familiariser avec le texte, qui vont nous permettre de pouvoir tout simplement repérer tous ces éléments-là que l'auteur met à nu dans son texte. Donc, une première lecture, nous allons dire rapide, mais ensuite qui va être approfondie. Donc, la lecture va être accompagnée, nous allons voir, d'action. Ce ne sera pas seulement une lecture passive, mais une lecture tout simplement active. Donc, à travers cette lecture, il s'agira d'identifier le type de texte que nous avons. Donc, est-ce que le texte que nous avons est extrait d'un roman? Est-ce qu'il est extrait d'une poésie ou est-ce qu'il est extrait d'un théâtre? Donc, il faudra que l'élève puisse connaître quelle est la différence entre ces différents genres littéraires majeurs, nous allons dire, que sont le roman, que sont la poésie, que sont le théâtre. Donc, il faudra identifier le type de texte que nous avons, qui nous est proposé. Ensuite, souligner les passages clés et les outils d'analyse. Quels sont les passages clés sur lesquels nous allons nous fonder, sur lesquels nous allons tout simplement nous baser pour étudier le texte lui-même, de même que les outils d'analyse. J'ai l'habitude de dire aux élèves que le texte qu'on nous propose pour le commentaire, il y a tout simplement deux aspects à prendre toujours en compte. Il y a le fond, qui est le sens du texte lui-même, et il y a la forme, qui renvoie à tous ces outils d'analyse qui sont utilisés par l'auteur du texte pour pouvoir valoriser, mettre en exergue ces idées. Donc, il faudra être en mesure de souligner tout simplement ces passages clés-là et puis les outils d'analyse qui les accompagnent. Maintenant, Madame Becky. Oui. Voilà. Aïssatou, tu peux arrêter de partager. Je vais prendre comme ça, tu pourras faire entrer ceux qui viennent. OK. Donc, je voudrais poser une question. Oui. Donc, par rapport au texte, vous avez parlé tout à l'heure de type de texte. Oui. Voilà. Donc, est-ce que on va commenter un poème de la même manière en utilisant les mêmes termes que si on doit commenter, par exemple, un extrait de théâtre, un extrait de roman, etc. Parce qu'il arrive souvent que les élèves commentent un texte en prose comme si c'était un texte en vers. Oui, d'accord. Merci, M. Manuel, pour cette pertinente question. Alors, je dis bien que nous avons différents genres littéraires. Donc, l'entrée ou bien la manière de commenter ces différents textes-là va être différente parce que chaque genre littéraire a sa particularité. Maintenant, nous pouvons retrouver certains outils qui sont utilisés aussi bien par différents genres, par ces différents textes, par ces différents genres littéraires. Mais il y a toujours des particularités. Et donc, nous avons maintenant des particularités pour chaque type de texte. Alors, quand nous prenons le texte poétique, par exemple, il y a la versification qui est là. Il y a tous ces éléments de versification que vous ne retrouverez pas dans le texte romanesque, puisque le texte poétique en vers va différer de ce texte
en prose qu'est le récit, par exemple. Bien vrai qu'on peut trouver dans la poésie aussi des textes en prose, il faut le reconnaître. Mais il y a ces particularités-là. Par exemple, quand nous prenons le texte romanesque, pour tout simplement analyser ce texte-là, il y a certains de ces outils-là qui sont applicables au texte romanesque qui ne sont pas applicables au texte poétique. Par exemple, la focalisation, le point de vue utilisé par l'auteur, par le narrateur, la position du narrateur dans son texte. Alors, donc tous ces éléments-là, il faudrait donc savoir, je vais dire, connaître la différence entre ces différents genres littéraires. Par exemple, quand vous prenez une pièce de théâtre, vous avez tout simplement des actes, vous avez des scènes que vous ne retrouvez pas forcément dans la poésie ou dans le roman, qu'il faudra prendre en compte dans votre analyse, les didascalies, les dialogues, etc. Que l'on peut retrouver, les dialogues, on peut les retrouver dans le texte romanesque. Mais à la différence maintenant du texte le texte romanesque et le texte théâtral, la différence, c'est que ici, dans le texte théâtral, vous avez des scènes, vous avez des didascalies, vous avez tout simplement tous ces éléments théâtraux qui sont spécifiques au théâtre. Et donc, la manière de les aborder va différer. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là. Très bien. Donc, on va continuer par rapport à la structuration du commentaire, comment on doit structurer le commentaire. Vous pouvez continuer. Merci. Alors, le commentaire, donc, comme la dissertation, est composé de ces trois grandes étapes-là. Il y a l'introduction, ensuite le développement et la conclusion. Maintenant, c'est le contenu les différentes étapes qui vont différer entre le commentaire et la dissertation ou la discussion, qui est une dissertation. Donc, dans l'introduction, puisque nous avons affaire à un texte, il s'agit de présenter brièvement le texte. Donc, présenter le texte revient donc à dire qui est son auteur, à quel genre littéraire est-ce qu'il appartient et décliner éventuellement le contexte dans lequel le texte a été produit. Ensuite, annoncer l'idée générale que d'autres vont appeler la problématique. Et enfin, annoncer le plan d'analyse sans en donner de détails. Donc, l'introduction, voici les différentes étapes de l'introduction pour le commentaire de texte. Ensuite, arriver au développement, qui est le plus gros du travail, il s'agit d'analyser, nous allons dire, le fond et la forme. Alors, moi, je dis souvent à mes élèves que le fond, ça va renvoyer à tout ce qui est sens. Ça va renvoyer à tout ce qui est matière. Alors que la forme, ça renvoie à tout ce qui est la manière que l'auteur va utiliser pour parler dans son texte. Et donc, le fond, c'est tout ce qui est thème, tout ce qui est idée, tout ce qui est valeur. Alors que la forme va renvoyer à tout ce qui est le style, le registre, la structure, donc les outils d'analyse littéraire. Donc, cela va se faire en deux ou trois parties. Mais il faut le dire, ces parties doivent être équilibrées avec des sous-parties qui sont très claires. Donc, quand on parle d'équilibre, c'est que lorsque vous avez deux parties ou trois parties, dans chaque partie, on doit retrouver, si vous avez dans la première partie deux arguments, on doit retrouver ces mêmes deux arguments dans la deuxième et éventuellement dans la troisième partie. Et enfin, la conclusion, on va voir Amigrace. Et donc, la conclusion, qui est la dernière partie donc, de cet exercice littéraire-là, et donc, il va s'agir pour la plupart du temps, pour cette dernière partie, oui. Donc, on fait un résumé, nous allons dire, un bilan des points essentiels qui ont été proposés. Et ici, après donc, ce résumé de ces points essentiels-là, on fait une ouverture. Donc, à la différence, par exemple, de la dissertation, où on va vous dire que dans la conclusion, vous faites un résumé de ces différents points essentiels-là, vous donnez, il y a un point de vue qui est accordé justement à ce candidat-là, et ensuite l'ouverture. Mais là, il s'agit du commentaire de texte. Donc, après le résumé, on va à l'ouverture de la perspective. Donc, c'est montrer comment est-ce que ce texte-là peut aboutir à l'analyse dans notre texte
qui, tout simplement, peut-être nous avons les mêmes aspects littéraires ou certains aspects qui vont être présents ici et être présents là-bas. Comment ce texte-là peut découler sur un autre, ou aboutir sur un autre texte. Donc, c'est ça la structure du commentaire. Maintenant, quand nous en venons aux outils d'analyse littéraire, donc il y en a plusieurs. Ils sont nombreux, ces outils d'analyse littéraire-là. Et donc, parmi ces outils d'analyse littéraire, nous avons les figures de style. Les figures de style. Et puis, nous avons les types de textes. Par exemple, tout ça, c'est les élèves, depuis la seconde, je vais dire, les professeurs reviennent sur ces différents outils d'analyse littéraire-là. Quels sont les types de textes qu'on peut retrouver? Les plus utilisés, nous allons dire, parce qu'il y a de ces types de textes-là, peut-être qu'ils ne voient pas souvent, mais les plus utilisés, le texte argumentatif, le texte explicatif, le texte descriptif, le texte informatif, etc. Donc, il faudra être en mesure de discerner quel est le type de texte, en plus d'avoir discerné quel est le type de texte provenant du genre littéraire, l'extrait du genre littéraire, maintenant le type de texte que nous avons dans le texte lui-même. Donc, les temps verbaux et les types de discours, discours direct, discours indirect, etc. Et les temps verbaux maintenant, puisque dans tout texte, vous avez des temps et vous avez des modes. Et il y a les valeurs de ces temps-là qui sont très importantes, qu'il faudra prendre en compte dans l'analyse de ces différents textes. Ensuite, nous avons le champ lexical ou le champ sémantique. Alors, le champ lexical, moi je dis souvent à mes élèves, lorsque vous avez déjà une idée qui est proposée, il faut regarder, le texte va toujours être accompagné de ces champs lexicaux-là, de ces éléments qui vont tout simplement aller dans le sens de montrer tout simplement cette idée qui est valorisée par l'auteur de ce texte-là. Et donc, nous avons également, hormis les figures de style, les champs lexicaux, les champs sémantiques, nous avons les registres de langue que l'on appelle aussi les tonants, la tonalité utilisée dans le texte, la tonalité qui renvoie à l'émotion que va être suscitée par le texte. Le registre qui peut être, la tonalité qui peut être lyrique, qui peut être pathétique, qui peut être tragique, qui peut être comique. Donc, il faudra relever tous ces éléments-là. Ensuite, la grammaire aussi, prendre en compte et la grammaire, la syntaxe, donc tous ces éléments qui vont entrer dans l'analyse plus approfondie de ce texte proposé. Et la focalisation, les points de vue dans les textes plus romanesques, on va dire. Quelle est la position de l'auteur, de celui qui raconte par rapport au texte? Et les éléments de la versification lorsqu'il s'agit d'un texte poétique, nous allons dire. Donc, voici les outils d'analyse littéraire que l'on peut retrouver à travers ces textes qui peuvent nous être proposés. Donc, il faudra être sensible, avoir une certaine sensibilité littéraire pour pouvoir repérer ces différents éléments-là qui, tout simplement, sont présents dans le texte et que l'élève ou le candidat devrait utiliser tout simplement pour une bonne analyse de ces idées proposées. Ensuite, nous en venons à l'art de la rédaction. Donc, il nécessite une clarté et une cohérence. Donc, qu'est-ce qu'on entend par clarté et cohérence? C'est qu'on puisse faire une introduction sans maladresse. Une introduction sans maladresse. Ensuite, que l'on puisse avoir des transitions fluides entre les parties. Et ces transitions-là, la plupart du temps, ce sont les connecteurs logiques. Madame Djouma Dongpal est revenue la dernière fois sur ces connecteurs logiques-là que nous avons dans ces textes pour chaque connecteur logique. Comment est-ce qu'il faudrait l'utiliser? Ensuite, une analyse précise et concise. Donc, ce sont ces éléments-là que l'on va avoir quand on parle de clarté et de cohérence, mais aussi des citations brèves, mais qui seraient très pertinentes. Donc, la clarté et la cohérence sont très importants dans une analyse de texte. Ensuite, le vocabulaire adapté. Donc, qu'est-ce qu'on entend par vocabulaire adapté? Donc, utiliser des termes littéraires qui sont très précis.
Et donc, mot de transition, en effet, d'abord, enfin, donc ça renvoie à tous ces connecteurs que nous avons. Et puis, les expressions aussi, il faudrait les varier pour ne pas être dans la répétition qui va rendre le travail superflu. Donc, varier toutes les expressions qui vont être utilisées. Alors, une syntaxe claire et correcte. Faire attention donc à toutes ces fautes-là que d'habitude, en fait, c'est une chose qui, je vais dire, va mettre la plupart du temps certains correcteurs hors d'eux. Parce qu'il y a certaines de ces fautes qu'on ne pardonne pas pour des élèves, pour des candidats en classe de terminale. Mais il y a quand même certaines de ces copies que vous allez rencontrer, vous allez vous demander est-ce que ce sont vraiment des candidats au bac. Donc, il faut faire attention, chers candidats, à tout ce qui est à la syntaxe afin qu'elle soit correcte, qu'elle soit claire, mais aussi qu'elle soit correcte. Éviter toutes ces fautes, ces maladresses, toutes ces incorrections que nous avons la plupart du temps qui reviennent dans les copies. Madame Ndeki, je suis très content de t'entendre dire ce que je dis en classe, parce que les élèves pensent que le plus important dans une copie, c'est ce qu'on va dire. Mais le plus important, c'est comment on le dit et avec quel français. Donc, elle l'a bien dit, les professeurs sont très sensibles par rapport au niveau de français que vous utilisez. On peut pardonner à un élève de faire hors sujet, parce que peut-être le sujet il est un peu corsé, mais on ne peut pas pardonner à un élève de faire certaines fautes trop élémentaires. Donc, elle a parlé aussi de maladresse dans l'introduction. Déjà, l'introduction, c'est quoi? C'est le premier contact que vous avez, que le correcteur a avec votre copie. Si tu commences ton introduction en disant, voilà, Victor Hugo je pense, est un poète surréaliste ou bien est un poète de la négritude, là, ça pose problème. Donc, quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Même si tu devais connaître qui est Victor Hugo, mais malheureusement, tu ne connais pas Victor Hugo, contente-toi du paratexte, c'est-à-dire ce que toi, tu as sous les yeux. On a écrit Démédélope, on a écrit Les Contemplations, Victor Hugo, je pense, 1856. Tu te contentes de ça. Voilà, on pourra te reprocher mais je pense que c'est mieux que de dire des choses et voilà. Donc, la variété aussi au niveau de l'expression, ce qui commente souvent tombe dans cette absence de variété. Donc, si on te dit, par exemple, vous allez montrer l'intensité de cette guerre, maintenant, ça ne veut pas dire que dans tout un commentaire, on doit avoir le mot guerre. N'oublie pas que au collège, tu as fait des cours de vocabulaire où on t'a dit de trouver des synonymes. On te dit trouve des synonymes au mot guerre. Donc, tu dois, dans ton commentaire, parler de combat, de lutte, de conflit, je sais pas. Mais je veux dire par là, il faut éviter à tout bout de champ de dire la guerre. Le poète décrit la guerre, il considère la guerre, non, il considère ce conflit, cet affrontement, ce combat, etc. Donc là, il faut un peu varier ces expressions lorsque vous commentez. Maintenant, je voudrais que vous reveniez un peu sur les erreurs à éviter. Oui. Alors, il y a les erreurs à éviter, c'est très important parce qu'on en rencontre le plus souvent sur les copies. Donc, ne pas résumer le texte. Alors, le commentaire de texte n'est pas un résumé de texte, chers candidats. Ce sont deux exercices qui sont différents. Alors, le commentaire, il faut éviter de vous perdre dans les détails narratifs sans analyse. On rencontre le plus souvent avec les copies qui nous sont présentées. De grâce, ne résumez pas le texte. Il s'agit d'en faire une analyse claire, concise et cohérente. Et puis, ne pas ignorer aussi les subtilités, c'est-à-dire quoi? Un mot peut avoir plusieurs significations.
Donc, Madame Djouma l'a dit la dernière fois, il ne faut pas négliger les nuances de la langue française. Un mot peut être polysémique, il peut avoir plusieurs sens. Et donc, comme on le dit souvent, comme tel que l'adage le dit souvent, un mot n'a de sens que dans le contexte qu'il est utilisé. Donc, il faut faire très attention à toutes ces subtilités-là pour ne pas faire dire à l'auteur ce qu'il ne dit pas dans son texte. Et donc, ça fait partie de bien comprendre le sens, dans quel sens est-ce que l'auteur du texte, par exemple, dit une telle ou une telle autre chose, une telle ou Voilà. telle autre idée. Là aussi, j'aimerais un peu réagir. C'est un problème pour les élèves. Vous avez bien dit, c'est des erreurs souvent à éviter. Donc, les élèves font d'une traduction presque littérale de ce qu'ils voient. Littéral. Alors que, voilà, le poète, il ne parle pas comme aurait parlé Madame Deki ou M. Manet. Il va parler de manière imagée, il va fleurir son discours. Donc, je dis à mes élèves, si je dis Gainde Nitere Nelaw, mais cette phrase, on peut l'interpréter comme on veut. Tant que je ne l'ai pas mis dans un contexte, on peut l'interpréter comme on veut. Mais si c'est des paysans qui ont passé la nuit dans un champ, ils peuvent se dire Gainde Nitere Nelaw, parce que lorsque les lions sont arrivés, nous sommes montés sur les arbres et puis on ne pouvait pas dormir, parce que si tu dors, tu tombes. Donc, mais cette même phrase peut être dite par des supporters des joueurs du Sénégal. Ça veut dire qu'on était tellement content après la victoire que voilà, on n'a pas. Donc, ouais. Donc, s'il dit toi, tu dis il y avait des fauves qui avaient fait que les supporters, etc. Non, il n'y avait pas de fauves. Donc, ça dépend du contexte. Elle l'a bien dit, le mot ne dépend que de son contexte. Un mot a un sens propre et plusieurs sens figurés. Très bien. Merci. Voilà. Voilà, j'allais dire exactement, vous avez marché sur la langue, voilà. Comme M. Manet l'a souligné, vous avez fait le vocabulaire au collège. Et on dit tout le temps, lorsqu'on donne un mot, on parle de son sens propre et de son sens figuré. Donc, il faut toujours prendre en compte tous ces éléments-là. Alors, évitez aussi la paraphrase. On le retrouve le plus souvent avec nos candidats. Vous reprenez comment on appelle ça, le texte lui-même, vous revenez plaquer ça sur votre copie, sans une analyse, sans rien du tout. Vous reprenez juste les mêmes mots et vous venez les remettre dans la copie. Ce n'est pas une analyse, ce n'est pas un commentaire, mais c'est ce qu'on appelle une périphrase. Donc, ici, on parle aussi de reformuler. Ne vous contentez pas seulement de reformuler les idées du texte. Donc, il s'agit d'en faire une analyse. L'auteur a souligné telle idée, suggère telle idée. Alors, comment est-ce qu'il parle de cette idée-là? Donc, c'est à vous de voir. Donc, cette idée, par exemple, je prends au passage comme ça, en passant, par exemple, si nous nous référons, par exemple, au texte de Victor Hugo, « Oh, je fus comme fou dans le premier moment ». Donc, ce texte de Victor Hugo où il pleure la mort de sa fille Léopoldine. Et donc, dans ce texte-là, on a cette idée de douleur, de souffrance que le poète, tout simplement, est en train de montrer face à la perte de sa fille. Mais lorsque vous prenez le texte, à côté de cette idée, c'est-à-dire de ce sens-là, de ce fond-là, il y a une forme qui est là. Donc, vous allez voir que l'auteur va utiliser la figure de style que l'on appelle la comparaison. Je fus comme un fou, où l'auteur se compare à un fou. Donc, l'analyse est là, une image est là du fou lui-même, de la folie, qui est due à quoi? À la douleur, à cette idée de souffrance que le poète, tout simplement, est en train de vivre. Et donc, le poète ne s'arrête pas là. À travers ce même texte-là, les éléments qui vont contribuer à montrer la souffrance, la douleur du poète, vous avez par exemple le champ lexical de la douleur. À travers le mot, j'ai souffert, je voulais me briser le front sur le pavé. Avez-vous éprouvé, terre, mère, avez-vous éprouvé ce que j'ai éprouvé? Donc, vous voyez, il y a tous ces éléments-là. Alors, il y a tout simplement forme, fond et forme. Et donc, le fond, c'est l'idée. Et la forme, ce sont les outils que l'auteur va utiliser pour tout simplement exprimer, pour montrer cette idée-là. Et donc, ce sont les outils dont on parlait tantôt. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de recopier les phrases telles qu'elles sont dites dans le texte, mais il s'agit d'en faire une analyse pertinente, en alliant justement fond et forme. Et il y a la gestion du temps, qui fait partie intégrante, nous allons dire,
de l'épreuve. Parce qu'on vous évalue sur 4 heures de temps. Donc, il faut savoir gérer votre temps. Et dans ces 4 heures-là, on doit lire, on doit comprendre le texte, on doit tout simplement rédiger ces différentes parties du commentaire, mais faire une analyse de tous ces éléments-là, et cela doit se faire dans les 4 heures de temps qui vous est imparti. Et donc, par exemple, cette gestion du temps, on peut l'utiliser ainsi. Prendre 15 minutes pour faire une lecture attentive et une prise de notes. Donc, au moment où vous êtes en train de lire avec le crayon à la main ou tout simplement le stylo, vous pouvez tout simplement souligner, surligner tous ces éléments, ces outils d'analyse, ces idées que vous avez dans le texte et vous pouvez utiliser 15 minutes pour faire ce travail-là au préalable. Ensuite, 15 autres minutes pour rédiger l'introduction. Parce que comme l'a dit M. Mané, l'introduction, nous allons dire, c'est le fondement. Lorsque vous construisez une maison, si le fondement n'est pas bon, donc votre maison ne sera pas assise. Et donc, il faudra une bonne fondation et donc il faudra prendre le temps tout simplement qu'il faut pour une bonne rédaction de l'introduction. Parce que comme M. Mané l'a dit, c'est le premier contact avec le correcteur. Et maintenant, vous pouvez utiliser 3 heures pour la rédaction de votre développement. C'est-à-dire comment allier, comment mettre ensemble, comment faire le link entre tout ce qui est fond, idée, matière et la forme, tout ce qui est matière, etc. Et après cela, vous pouvez prendre 15 minutes pour la rédaction aussi de la conclusion et les 15 dernières minutes pour la relecture et la correction. Parce qu'il faut toujours prendre le temps de relire ces copies pour en corriger toutes ces fautes qui nous avaient échappé. Et j'ai l'habitude de le dire, vous allez voir des élèves qui vont faire un exercice sur 4 heures de temps, mais qui vont 1 heure, à peine 2 heures de temps, vont déjà terminer pour sortir. Ça, c'est moi ça me choque. Là, juste les compositions que nous avons faites récemment chez nous au lycée. Comment on va dire ça? L'épreuve de français qui dure 4 heures de temps, des élèves veulent le faire en 1 heure de temps et sortir. Avant 1 heure même, je te dis que tu ne sors pas, tu restes dans la classe jusqu'à 16 heures au moins. Tu relis ta copie et puis tu revois ce que tu as fait comme erreur et tout avant de sortir. Ça, vous avez travaillé toute une année. Donc, ce n'est pas une question de 4 heures de temps qui devrait, pourquoi être pressé de sortir? Prenez le temps qu'il faut pour tout simplement maximiser vos chances. Monsieur Manet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à... Non, vous avez tout dit. Il faut qu'ils prennent le temps de relire. Parce que très souvent, après le compte rendu d'un devoir, le professeur, lorsqu'il vous donne vos copies, il y a de ces fautes que vous pouvez corriger. Donc, ce n'est pas des fautes d'ignorance, c'est des fautes d'inattention. Et le correcteur, il n'est pas là pour dire, OK, là, c'est une faute d'ignorance, là, c'est une faute d'inattention, parce qu'il sait bien que lorsqu'on dit allitération, ça s'écrit avec T-I-O-N et non pas S-I-O-N. Donc, si tu écris allitération avec une bonne orthographe dans tout le travail et que tu l'écris avec S dans ta conclusion, il ne va pas dire non, il le sait, il s'est trompé. Non, il va dire que tu ignores. Donc, d'où la nécessité de prendre du temps, de faire une sorte de break, de t'arrêter un peu et de reprendre ta copie avant de la rendre, de la relire comme si toi, tu étais un professeur qui doit corriger la copie d'une autre. Donc, tu dois un peu prendre de la distance par rapport à ta copie. C'est vrai, c'est difficile de se relire soi-même. Parce que même les mots qu'on saute, on peut ne pas se rendre compte parce que les structures sont déjà dans nos têtes. Mais il faut faire cet effort-là, lire, corriger, voilà, toutes les fautes que tu peux corriger. C'est ça. C'est ça. Voilà, alors les conseils pratiques qu'il faut prendre en compte, donc surligner les passages clés. Cela veut dire quoi? Repérer les thèmes récurrents, les phrases marquantes et les outils d'analyse pour ne rien oublier lors de l'analyse. C'est très important. Donc, comme je l'ai dit, la lecture ne doit pas être passive, mais elle doit être active. En quoi faisant? Avec votre crayon ou votre stylo, en même temps lorsque vous lisez, parce que ça dépend en fait des personnes. Une première lecture déjà, il y a des éléments qui vont sauter à l'œil.
Donc, si par exemple, vous ne prenez pas le soin de surligner, de prendre note et tout, après, ça peut vous échapper. Donc, avec le crayon ou le stylo, au moment où vous êtes en train de lire, à ces moments-là, il y a des éléments, des idées qui vous viennent, des éléments qui viennent. Donc, il faut les noter au même moment. Et donc, ça vous permettra ensuite de prendre maintenant le soin d'approfondir, de faire une bonne analyse de tous ces éléments que vous avez eu à souligner. Ensuite, identifier la structure. Donc, comprendre comment l'auteur a organisé son texte. Donc, si vous arrivez à comprendre comment il a organisé son texte, ça vous permet de mieux décomposer et d'organiser votre propre commentaire. Donc, se mettre à la place, nous allons dire un peu de l'auteur quand il écrivait, quand vous mettez à sa place. Donc, ça vous permet tout simplement de mieux décomposer et de mieux organiser votre commentaire. Et il faut relier forme et fond. C'est important. Ça, il faudrait que, je ne sais pas, les élèves devraient prendre en compte ce fait-là, cet aspect-là. Le commentaire de texte, il s'agit de relier, encore une fois, forme et fond. Il ne s'agit pas de faire une analyse de la forme et ensuite de faire une analyse du fond. Donc, c'est ensemble. Ça va en même temps. Donc, c'est-à-dire, quand on utilise une telle idée, il le montre à travers tel outil littéraire. Donc, c'est ensemble. Il faut relier forme et fond. Montrer comment les choix stylistiques vont servir le message de l'auteur et vont renforcer les thèmes qui sont abordés. Important. C'est ça le commentaire. Relier fond et forme, matière et manière. Voilà, on va donner un exemple concret. Donc, parce que très souvent, ce qu'on remarque, les élèves ont du mal à commenter un texte en prose. Bah, ils s'en sortent pas mal lorsqu'il s'agit d'un texte en vers, mais là, lorsqu'il s'agit d'un texte en prose, il y a de ces éléments qu'ils ne voient pas. Donc, ils peuvent, par exemple, se dire, ben, je ne vois pas de comparaison, je ne vois pas d'anaphore, donc le texte, je ne peux pas le commenter, je vais faire le résumé ou je vais faire la dissertation. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas bien regardé. Donc, on laisse peut-être, ou bien Madame va lire le texte et va un peu expliquer comment on a pu exploiter les éléments qu'on appelle les outils d'analyse. Donc, elle l'a dit, les outils d'analyse, ce sont tous ces éléments-là qui permettent de donner du sens à ce que le poète ou le narrateur est en train de dire. Donc, il ne s'agit pas, si je dis par exemple, il fait chaud comme dans une boulangerie, de faire de la paraphrase, de dire, le poète dit qu'il fait chaud comme dans un lieu où l'on vend du pain. Mais jusqu'à présent, il n'a pas dit pourquoi il l'a dit. Mais pourquoi il dit il fait chaud comme dans une boulangerie? C'est parce qu'il veut attirer l'attention sur la chaleur. Il met l'accent sur la chaleur. Donc, pour insister sur l'intensité. Donc, ce n'est pas une chaleur normale, c'est une chaleur excessive. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé une comparaison. Il a dit comme dans une boulangerie. Donc, lorsque je vais commenter, ben, je vais dire le poète insiste sur l'intensité de la chaleur grâce à la comparaison. Donc, c'est ça que Madame a tantôt appelé relier le fond et la forme. Là, j'ai utilisé une figure de style que tout le monde connaît, la comparaison. Mais devant un texte en prose, vous pouvez ne pas voir de comparaison, de métaphores, etc. Donc, les comparaisons, les métaphores, c'est ces figures qu'on peut facilement identifier, mais peuvent ne pas exister, on peut ne pas les retrouver dans un texte en prose. Vous pouvez commenter tout un texte en prose sans pour autant voir comparaison, sans pour autant voir métaphore. Vous pouvez voir peut-être d'autres figures de style, c'est vrai. Mais très souvent, les candidats pensent que le commentaire, c'est quoi? C'est une compilation de figures de style. Donc, si le texte qu'on me donne, surtout si c'est un poème, si je vois beaucoup de figures de style, ça veut dire que, voilà, je peux commenter le texte. Donc, si on me donne un texte en prose où je ne peux pas voir les figures de style, qu'est-ce que je dis? Ben, ça, c'est un texte difficile à commenter. Voilà, je vais faire autre chose. Alors que, ben, sous vos yeux, ben, il y a une richesse qui est sous vos yeux que vous ne parvenez pas à voir parce que vous ne maîtrisez pas les outils d'analyse.
Donc, ou bien vous avez lu d'une manière trop voilà, machinale. Parce que la lecture, elle doit se faire comme une lettre qu'on vient de vous adresser. Après la lecture, si vous sentez ce que doit ressentir le lecteur qui a compris, ça veut dire que vous pouvez le commenter. Parce qu'un texte qu'un poète écrit pour se révolter et que toi tu le lis, tu ne sens pas cette révolte, ça veut dire que tu n'as pas peut-être bien compris le texte. Un texte qu'on écrit pour s'indigner, ce texte-là, lorsqu'on le lit, on sent qu'il y a une certaine atmosphère lugubre, donc macabre, ça pourrait même être voilà, le début d'un film d'horreur. Donc, mais moi, si je le lis et je sens rien, c'est comme si on me disait, voilà, le matin de bonne heure, les cultivateurs vont au champ et que les oiseaux chantent, il fait beau, etc. Non. J'ai lu le texte, je dois comprendre dans quel contexte il l'a produit. Donc, voilà. Donc, j'ai lu le texte, je sens que, par exemple, si on devait commenter ce texte-là, c'est sûr que peut-être on va nous dire, vous insisterez sur, vous montrerez comment le poète parvient à installer une atmosphère lugubre, une atmosphère macabre, une atmosphère voilà, qui est un peu malsaine et tout ça. Mais c'est à moi maintenant de trouver des sous-parties, c'est à moi de trouver des éléments, des outils. Madame Deki, puisque vous avez une très belle voix, est-ce que vous pouvez lire d'abord et nous montrer quels sont les éléments qu'on pouvait mettre en avant? D'accord, merci. Alors, les nuages sombres s'étaient amoncelés au-dessus de la ville, étouffant la lumière qui peinait à se frayer un chemin à travers cette épaisse couverture grise. Les rues étaient désertes, comme si la peur elle-même avait vidé les lieux. Parfois, un vent glacial balayait les pavés, emportant des feuilles mortes qui se tordaient sous la pression. Au loin, on entendait le cri perçant d'un corbeau, unique témoin de cette scène de solitude. La lumière, faiblissante, rendait les contours flous, et tout semblait se fondre dans une mer d'incertitude. Alors, quand nous prenons ce texte-là, par exemple, alors ce texte-là, tout simplement, je ne sais pas, l'auteur ne serait pas symboliste. Je propose une chose. Le jour Oui. de l'examen, tu passes dans les salles de classe pour leur lire le texte. Ah oui, je sais pas. Non, un texte bien lu, c'est un texte, pardon, un texte bien lu, avec une bonne lecture, c'est un texte qui est déjà compris. Mais lorsqu'on lit le texte, lorsqu'on lit mal le texte, donc on ne le comprend pas. Je sais que les élèves qui sont là, peut-être les collègues, rien qu'en écoutant la lecture, tu as des idées par rapport, même si ce n'est pas les idées, les outils d'analyse, mais par rapport au thème, par rapport au fond, par rapport au message, mais tu comprends de quoi l'on parle dans le texte. Voilà. Voilà, je te laisse continuer. Voilà, merci. Alors, ici, par exemple, lorsque nous prononçons, ce que je disais tantôt, c'est un texte de qui? J'ai l'impression que c'est un texte symboliste. Hein? Arrêtez, c'est un texte généré par intelligence artificielle. Je lui dis de me générer un texte en prose, etc. Mais c'est vrai que c'est très proche de, voilà, du symbolisme. Du symbolisme, oui, avec les symboles et tout. Alors, ici, on nous parle de nuages sombres. Alors, le champ lexical de la morosité, quand vous regardez certains mots, certaines expressions ici qui sont utilisées, sombre, déserte, peur, solitude. Donc, c'est ce qu'on appelle un champ. Je dis souvent à mes élèves, je vois la plupart du temps, un élève va prendre juste 2 mots et puis va vouloir parler d'un champ lexical. Non, le champ lexical, c'est à partir de 3 expressions minimum que l'on peut parler d'un champ lexical. Et donc, quand nous prenons ces expressions-là, alors, sombre, je vois sur le chat, bon, j'ai pas eu le temps de lire ce qui est écrit sur le chat. Alors, les expressions, les nuages sombres, vous avez déserte, les rues qui étaient désertes, la peur, et puis une scène de solitude. Donc, ces expressions-là qui vont renvoyer justement à ce champ lexical de la morosité. Et donc, ce champ lexical-là va tout simplement renvoyer à une ambiance qui est oppressante et angoissante. Donc, on ressent ici l'angoisse et cette pression-là chez l'auteur, tout simplement, chez le narrateur plutôt, nous allons dire, de ce texte que nous avons. Et donc, ensuite, nous avons un élément ici
qu'il faudrait prendre en compte dans l'analyse. On a parlé tantôt de symboles. Au loin, on entendait le cri perçant d'un corbeau, unique témoin de cette scène de solitude. Alors, la présence ici du corbeau va tout simplement faire symboliser la mort. Alors, et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, l'effet ici, c'est-à-dire que ça va accentuer le caractère macabre même du texte. Déjà qu'on parle de sombre. Sombre, c'est ce qui renvoie à tout ce qui n'est pas à tout ce qui n'est pas éclairé. Donc, va renvoyer à la nuit, va renvoyer. Et donc, en plus de ce manque d'éclairage-là, on ajoute déserte. Ce qui est désert, c'est ce qui, tout simplement, désert et ensuite la solitude là-bas, la peur. Donc, ces expressions-là, tout simplement, ça va renvoyer, donc, nous avons dit, au caractère macabre du texte, à cette angoisse-là qui est vécue par ce poète, nous allons dire, de ce texte-là. Alors, la focalisation externe ici, la focalisation externe, c'est lorsque nous avons un point de vue où le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte, il est externe à l'action. Donc, il décrit l'environnement sans se focaliser sur les personnages eux-mêmes. Et qu'est-ce que cela va créer? Donc, ça va amplifier le sentiment d'abandon et d'impuissance. Oui. Et ici, il faut noter ou souligner le temps verbal utilisé ici, à travers c'était, peinait, ici, était, tordait, balayait, entendait, semblait, rendait. Donc, ici, nous avons l'usage de l'imparfait, l'emploi de l'imparfait. Et donc, ça renvoie à la durabilité, nous allons dire, et va souligner l'aspect inéluctable de la descente dans la peur et dans l'isolement. N'oubliez pas que nous avons parlé de solitude. Ici, le texte, dans le texte même, on a les expressions qui renvoient tout simplement à cet isolement-là, à la peur aussi. Merci. Merci beaucoup, madame. Voilà, dans le chat, il y a quelqu'un qui demande, je pense que c'est Amadouba, qui demande si feuille morte est une sorte de personnification. Moi, je dirais oui, hein, parce que souvent, il y a de ces images, de ces figures qui sont tellement utilisées qu'elles perdent un peu leur caractère de personnification ou de métaphore. Une métaphore, lorsqu'elle est tellement utilisée, elle ne devient plus une métaphore, elle devient une sorte de, comment on l'appelle encore, une sorte de catachèse. Par exemple, si on dit la tête du lit, les bras d'une chaise, etc. Pour nous, on l'a tellement employé que ça devient presque normal de dire cela. Ce n'est presque plus poétique, ça devient le langage ordinaire. Maintenant, dans ces figures de style-là, il faut aussi retenir une chose. Les professeurs ne sont pas des gens qui traquent les... C'est grave de confondre une anaphore et une métaphore. Parce que là, c'est une figure de construction. Anaphore, c'est lorsqu'on répète en début de vers ou de phrase. Alors que métaphore, ça n'a rien c'est une sorte de figure de pensée. Mais quelqu'un qui va confondre allégorie et personnification, je pense que le correcteur, je n'ai pas dit de les confondre exprès. Mais je pense que, voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous devez maîtriser vos figures de style. Donc, elle a essayé de balayer. Mais pour vous dire qu'un commentaire, au bac, c'est rare. Lorsqu'on corrige le commentaire, on ne va pas donner un exemple de commentaire pour dire les élèves doivent dire ça. Non. Ce sera difficile parce que le commentaire, c'est presque un exercice d'interprétation artistique. Donc, on ne peut pas tout dire d'un texte, mais on doit dire au moins une chose par rapport aux idées. Par exemple, ici, voilà, on parle de la peur elle-même qui avait vidé les lieux. Ouais, on nous parle de cette atmosphère macabre et lugubre qui fait peur. On nous dit même, c'est comme si la peur elle-même avait vidé les lieux. C'est quelle figure, madame? Vous aurez dit quelle figure? Oui, la peur elle-même avait vidé les lieux. La peur ici avait vidé les lieux. Ici, on comprend l'image de la fuite. Hein? Et donc, la peur à qui on attribue, on parlait de personnification quelque part. La peur qui vide les lieux. Donc,
Si tu me dis personnification, moi j'apprends. Allez, Si tu me dis aussi allégorie, allégorie. puisque la peur étant là aussi je prends. Donc vous voyez, l'essentiel, c'est de ne pas confondre les figures. De ne pas prendre, par exemple, vous n'allez pas me dire litote ou bien personnification. Dès qu'on dit, par exemple, lorsqu'on dit je pointais mes doigts vers le ciel, on dit personnification parce qu'on a dit doigt. Mais celui qui parle est un homme, c'est le poète qui dit je pointais mes doigts, etc. Mais si un oiseau disait je pointais mes doigts, là, il s'agit d'une personnification. Voilà. Donc, je pense qu'on peut continuer. Oui, alors moi, je reviens souvent sur un point. Je dis souvent à mes élèves que on n'a pas, en fait, la littérature, elle est vaste. C'est-à-dire, il faudrait juste pouvoir, lorsque vous dites quelque chose, que vous soyez en mesure de le justifier. Si vous pouvez justifier ce que vous avancez, personne ne viendra vous dire, parce que ce n'est pas une science exacte comme les mathématiques où vous trouvez tel chiffre ou tel nombre. Mais ici, c'est une question de sensibilité littéraire. Il peut arriver que moi, je lise un texte et que certains détails m'échappent. Et dans l'analyse, dans les textes, dans les copies que je vais lire, je vais voir les élèves, par exemple, ressortir des aspects que moi-même, je n'avais pas vus. Est-ce que parce que moi, je ne les avais pas vus que c'est faux? Non. Donc, il faudrait être en mesure, lorsque vous dites une chose, c'est que vous puissiez le justifier à travers le texte. Et là, personne ne pourra vous dire que vous avez faussé ou pas. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Parce que c'est de la littérature, et la littérature, on parle de sensibilité. Et le texte, maintenant, chacun peut l'interpréter d'une manière différente à une autre personne. Très bien. Exactement. Donc, là, et lorsque le correcteur voit une remarque pertinente que le candidat a soulevée, mais le correcteur, il est charmé. Il est content. Il se dit, voilà, il est content, il se dit, voilà, contrairement à ce que vous pensez, peut-être les élèves pensent que lorsqu'on donne des 1, des 2, des 3, nous sommes contents d'avoir, mais au contraire, lorsque tu donnes une très bonne note, mais tu es content d'avoir donné une bonne note, comme si c'était toi le professeur même de l'élève voilà, et tu n'hésites pas à montrer les copies à tes autres collègues correcteurs. Pour leur dire, mais exactement. Il y en a même certains qui vont même demander, mais le numéro 340 518, parce que Z, parce que c'est des numéros anonymes qu'on a. Combien il a en philosophie, combien il a en mathématiques, combien il a, etc. Donc là, parce que voilà, on se dit, c'est un bon élément. Et on se dit, avec cette note, ben, il doit forcément passer d'office avec une mention. Donc ne pensez pas qu'on est là, que les correcteurs viennent pour dire, bon, je vais voir comment faire pour lui enlever des points. Donc au contraire, ils se disent comment je vais faire pour accompagner cet élève-là et lui donner la chance d'avoir son bac et si possible avec une mention. Voilà. On termine avec ça. Voilà, oui. Alors, vers la réussite. Alors, donc la pratique régulière, revoyez constamment les outils d'analyse du texte littéraire, que ce soit en vers ou en prose, pour maîtriser les exercices. Donc, il faudrait revoir tout ce que vous avez eu comme outil d'analyse littéraire que vous avez eu à étudier en classe. Donc, la pratique régulière, c'est ce qui va faire que vous allez avoir la main, je vais dire. Parce que si vous avez l'habitude de le faire, donc ça devient une partie intégrante de vous. Donc, déjà, lorsque vous avez un texte, vous êtes en mesure de souligner, de repérer tous ces éléments-là. Donc, constamment, revoyez ces outils d'analyse-là. Et ensuite, la confiance, elle est importante. Donc, grâce à une bonne préparation et une méthodologie rigoureuse, vous aborderez cette épreuve du bac avec assurance, bien sûr, et sérénité. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir votre bac haut la main avec une mention, on va dire. Merci et bonne chance à tout le monde, à tous nos candidats. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions, M. Manet. Voilà, oui, je ne sais pas si les élèves ou éventuellement des collègues qui sont là, s'ils ont des questions. Maintenant, moi, j'aimerais peut-être te poser une question. Par rapport au type de commentaire, qu'est-ce qui permet de distinguer le commentaire suivi du commentaire composé?
Très bien. Alors, le commentaire suivi, commentaire composé, moi je dis souvent à mes élèves, déjà à partir de l'introduction, à partir de l'annonce du plan, on sait quel commentaire est-ce que l'élève va utiliser. Parce que dans l'annonce déjà de votre plan, vous utilisez le type de commentaire qui va être fait dans le développement. Et donc, lorsque vous annoncez un plan, si c'est un commentaire suivi, il y va de la délimitation. C'est-à-dire, on sait que vous avez tant de parties, vous avez tant d'axes. Et pour chaque axe, le premier axe va commencer à partir de tel vers, à partir de telle ligne, et va se terminer à tel vers ou telle ligne. Et le deuxième axe, ainsi de suite, le troisième axe, de même. Alors que lorsqu'il s'agit d'un commentaire composé, on n'a pas cette délimitation-là, puisqu'on parle de centre d'intérêt, on parle de thématique. Donc, la différence entre ces deux commentaires-là, déjà à partir de l'introduction, on note cette différence-là. On va noter cette divergence déjà à l'introduction. Et donc, aussi, une erreur à ne pas commettre, c'est d'annoncer un commentaire suivi et d'aller faire un commentaire composé, ou d'annoncer un commentaire composé et d'aller faire un commentaire suivi. Ça, c'est impardonnable. Ce ne sera pas pardonné par les correcteurs. Donc, lorsque vous annoncez un commentaire suivi, déjà à partir de la délimitation, lorsque vous allez suggérer, lorsque vous allez dire que dans votre, vous avez par exemple 2 à 3 axes. Le premier axe commence du vers 1 au vers 15, par exemple, et vous donner le titre, par exemple, de cet axe-là. Ensuite, le deuxième axe commence de la ligne 16 ou du vers 16 à la ligne ou au vers 20, et vous donnez un tel titre. Alors, on s'attend à ce que dans le commentaire dans votre travail, qu'on ait cette chronologie-là, c'est-à-dire des faits. Donc, quand on parle de commentaires suivis, ça renvoie aux commentaires linéaires. Attention, ce qui ne voudrait pas dire aussi que vous devez commenter ligne par ligne ou vers par vers. Non, il suffit, c'est une chronologie en réalité. Donc, il suffit de repérer les éléments qui sont pertinents et ensuite, donc dans l'analyse, vous suivez cette chronologie-là dans votre analyse. C'est ça le commentaire suivi. Et donc, moi, je dis souvent à mes élèves que le commentaire composé, il est plus libre en réalité, puisque c'est des thèmes, puisque c'est des centres d'intérêt. Donc, vous êtes libre de voyager à travers le texte. Donc, puisque un tel thème, vous l'utilisez, donc les éléments ou les outils d'analyse, vous pouvez les trouver au début, vous pouvez les trouver au milieu, vous pouvez les trouver à la fin du texte. Et vous êtes libre, justement, d'aller chercher tous ces éléments-là pour venir analyser votre idée. Donc, fond et forme. Donc, voici une différence entre ces deux commentaires qui, déjà, dès l'introduction, on peut savoir le commentaire que l'élève va utiliser puisqu'il nous le dit lui-même, soit à travers la délimitation qui nous montre que c'est un commentaire suivi ou l'évocation des centres d'intérêt, des thématiques qui nous montrent que c'est un commentaire composé que le candidat va utiliser, va faire. Très bien. Les élèves ou les collègues qui sont là, ils peuvent intervenir, soit en levant la main, soit en envoyant un message sur le chat. Ils peuvent intervenir. Il nous reste quelques minutes. Là, voilà, il nous reste 3 à 2 minutes. Donc, je voudrais aussi que tu reviennes un peu sur la présentation. La présentation, parce qu'elle est très importante. La présentation, la note par rapport à la présentation. Quels critères, sur quel élément le correcteur va se baser pour donner une note, par exemple, sur 2 à la présentation d'une copie? Qu'est-ce qu'une copie bien présentée? Voilà. Alors, une copie bien présentée, c'est que on est déjà, la copie, déjà par rapport à la présentation de la copie, que la copie soit lisible. Alors, chers candidats, il faut éviter les ratures. Vous allez rencontrer des copies où vous avez des ratures, des copies sales. Ça ne donne pas une bonne impression de vous. Ça, c'est un. Alors, déjà, sur la copie, on doit pouvoir déceler les différentes parties, c'est-à-dire de l'introduction au développement et du développement à la conclusion. On doit voir clairement les différentes parties. Et souvent, je dis souvent cela à mes élèves, vous allez voir des élèves qui déjà vont venir et automatiquement, ils ne vont même pas écrire
l'entête, c'est-à-dire ils vont pas mettre soit est-ce qu'ils font la dissertation ou le commentaire ou le résumé. Déjà ça, ils vont pas le mettre. Ils vont venir directement et passer au travail sur le sujet. Je dis non, il y a la présentation, il faut mettre le sujet. Si vous choisissez le résumé, est-ce que c'est la dissertation ou est-ce que c'est le commentaire? Et ensuite, si c'est la dissertation, il faut mettre le sujet et la consigne avant de commencer votre travail. Si c'est le commentaire, vous pouvez mettre la consigne, ainsi de suite. Et donc, la présentation, elle est importante parce que c'est votre reflet. Ça reflète le candidat lui-même, sa personnalité. Donc, évitez d'être brouillon avec des ratures, etc. Maintenant, sur quels critères est-ce qu'on va vous évaluer? On évaluera la méthodologie. Est-ce que la méthodologie est maîtrisée? Est-ce que l'élève respecte les différentes étapes que doit contenir son travail? Ensuite, la compréhension. Est-ce que le texte est compris? Est-ce que c'est cohérent? L'analyse est cohérente? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que l'élève ou le candidat est en mesure, justement, d'allier ces éléments-là? C'est-à-dire, il remarque une idée, comment l'idée est évoquée, et ensuite, comment est-ce que l'auteur, à travers les outils, arrive à mettre ensemble, à lier, à relier ces éléments-là. Donc, et le plus important, les fautes. Les fautes. Une copie trichée de fautes, c'est évident que même si vous avez fait un bon travail, il y aura toujours quelque chose qui va être, il y aura toujours des points que vous allez perdre. Parce qu'une bonne copie, c'est une copie, et comme M. Manet l'a souligné tout à l'heure, quand vous rencontrez une bonne copie, c'est-à-dire vous êtes tellement content que vous interpellez même vos autres collègues pour leur dire, ah, regardez cette copie-là, regardez cet élève-là, regardez ce candidat-là, etc. Parce que tout simplement, c'est la copie elle-même qui laisse, on va dire, cette apparence-là, ou je perds même le mot que je voulais utiliser, sur le correcteur. Donc, il va laisser une bonne impression, je voulais dire, une bonne impression sur le correcteur. C'est vrai, moi, ça m'est arrivé de corriger. Vous allez tomber sur une copie, automatiquement, vous allez être de bonne humeur. Parce que l'élève écrit très bien, il a une bonne présentation de la copie, et puis vous allez dans la lecture même, vous êtes à l'aise. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et il va arriver des copies. Je comprends bien ce que tu dis. Je comprends très bien ce que tu dis. Vous allez tomber sur certaines copies, et automatiquement, soit vous êtes énervé, soit vous avez envie de dormir, parce que non seulement l'élève ne s'applique pas, moi je dis souvent à mes élèves, évitez les pattes de mouche. Écrivez bien, écrivez lisiblement. Il faudrait qu'on puisse comprendre, je dis à mes élèves, le correcteur, il est soumis à une certaine pression, il a un certain nombre de copies et il a un délai. Et donc, il ne va pas être là à vouloir décortiquer ce que vous voulez dire. Si vous êtes là à écrire les I sans les points, les T sans les tirer, ou bien les J sans les... Je dis, mais quand vous faites ça, qui va rester là à étudier, à vouloir, ah, il voulait dire ceci, il voulait dire cela. On ne va pas perdre du temps sur votre copie alors qu'il y a d'autres copies qui attendent et un délai qui est imparti. Donc, il faut prendre le temps de bien écrire, mais aussi vérifier les fautes, éviter les fautes. Parce que lorsque vous faites certaines de ces fautes-là, lorsque la copie est truffée de fautes, mais même si vous avez les idées sont bonnes, mais ça va diminuer quelque chose à votre travail. Je ne sais pas, M. Mané, si j'ai répondu à... Vous avez bien répondu. Il y a quelqu'un qui demande, est-il conseillé de mettre le travail au brouillon d'abord avant de le copier sur la feuille d'examen? Bien sûr, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs, de faire un travail au brouillon avant de remettre ça, ça vous permet de ne pas faire des ratures, de ne pas toujours chercher des blancs et tout. Donc, il faut faire un travail préliminaire au brouillon et ensuite le remettre au propre. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. OK. Il y a un autre élève qui demande, au niveau de l'annonce du plan, quelles sont les expressions à ne pas utiliser?
Donc, Au niveau- c'était Dia qui avait posé la question sur l'utilisation du brouillon. Effectivement, ben, même le professeur, hein, s'il y a certains de ces exercices, il ne peut pas le faire directement. Lui qui est un professionnel, par exemple, le résumé, il va là. Donc, maintenant, si tu fais un très bon, en dissertation, si tu fais un très bon plan détaillé et que tu as une plume très, voilà, très bonne, tu peux te permettre, mais je pense qu'un élève de terminale doit obligatoirement faire un brouillon et recopier. Parce que 4 heures, c'est largement suffisant pour faire un brouillon et recopier. Maintenant, le travail de brouillon, voilà, il y a un préalable de repérage de ceci, comme ça, tu ne vas pas perdre trop de temps. Donc, le plan détaillé en dissertation, par exemple, ça te permet d'aller vite après. Mais le brouillon, il est conseillé. Donc, Amadou qui dit, au niveau de l'annonce du plan, quelles sont les expressions à ne pas utiliser lorsqu'on annonce le plan d'un commentaire? Madame de qui, Irène? Allô? C'est pas. Allô, oui. Vous avez entendu la question Oui. de l'élève? Au niveau de l'annonce du plan, quelles sont les expressions à ne pas utiliser? Alors, sur le tas Je comme pense que ça, là, parce que parfois, il arrive parfois que les élèves, par exemple, disent ainsi, nous allons, en tenant compte du champ lexical, du champ sémantique, des temps verbaux et des figures de contraste, montrer d'abord. Donc, je pense que cette manière d'annoncer le plan n'est pas conseillée parce que ces éléments qu'on te donne, c'est pour toi. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Je ne sais pas trop. Ok. Maintenant, en fait, c'est vrai qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a des éléments qui ne devraient pas figurer dans l'introduction, par exemple. Ce sont des éléments que l'on retrouverait dans le développement et non pas dans l'introduction. Donc, comme vous venez de le souligner, à l'annonce du plan, vous ne pouvez pas déjà utiliser ces expressions de montrer comme vous l'avez dit, hein, ce sont des éléments qu'on vous donne pour que vous traitiez ça, mais vous n'allez pas les remettre au niveau de votre plan. Comme ce que je disais, je pense que j'étais revenue sur ça, au niveau de l'annonce du plan déjà. Donc, si vous choisissez de faire un commentaire suivi, par exemple, ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, faire, c'est de ne pas d'oublier de délimiter votre travail. Il faudrait que l'on puisse savoir que vous avez vous avez tant 2 ou 3 axes et votre premier axe, elle va commencer là et va terminer là. L'autre axe va commencer ailleurs et se terminer là, et ainsi de suite, à la différence de l'autre commentaire de texte. C'est ça. Donc, j'ai partagé, j'ai offert à ceux qui sont présents sous forme de cadeau la fiche qui a été remise au correcteur. Au correcteur, je vais voir si je peux partager. Au correcteur de français du bac de 2024. Je pense bien. C'est le bac 2024, je vais vérifier. Voilà, en haut. Vous avez le partage? Oui, Vous voyez mon écran? je vois. Grille Voilà, de correction, c'est ça, PDF. Voilà. OK. Donc, là, ça, c'est l'épreuve ça, c'est quelle épreuve? C'est le résumé. Donc, le résumé étant noté sur 10. Voilà. Ça, c'est le résumé. Donc, 3, 3, 3, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Vous le voyez là, puisque c'est un exercice double sur 10, ensuite sur 10, la présentation pour le résumé est notée sur 1. Maintenant, j'attire votre attention sur un fait aussi. Résumé suivi de discussion. On a bien dit résumé suivi de discussion. On n'a pas de discussion suivi de résumé. Je disais ce matin à des élèves, j'étais avec des collègues à une synthèse à Ziguinchor. Il y avait un correcteur qui m'avait dit, lui, s'il voit un candidat qui fait discussion suivie de résumé, il met 0 et continue. J'ai dit non, mais ça, c'est extrême. Il me dit, mais monsieur Mané, il me dit, monsieur Mané, toi, tu connais un exercice qui s'appelle discussion suivie de résumé? J'ai dit non. Il dit, mais maintenant, comment tu peux corriger un exercice que tu ne connais pas? Ça n'existe pas. Donc, la copie d'élève, voilà, c'est une copie où il a tout fait sauf résumé. Donc, si l'ordre n'était pas important, on n'allait pas dire suivi.
Donc, tu fais résumé d'abord, tu fais discussion après. Et non pas discussion. Maintenant, j'ai dit, si toi, tu as l'esprit bizarre là, tu dois forcément commencer par la discussion, ce qui est surprenant. Mais fais ça au brouillon, maintenant, en recopiant. De grâce, recopie le résumé d'abord et recopie la discussion après. Voilà, donc ça, c'est pour la grille de correction de la discussion. Là, si vous comptez aussi, vous verrez que vous aurez 10. Donc, c'est noté sur 10. Celui-là, celle-là, du moins, c'est la grille du commentaire. Vous avez vu la situation, l'idée générale, le plan. La situation, elle peut se faire de différentes manières. Mais j'ai dit, si vous ne connaissez pas, on vous dit, par exemple, Guy Tyrolien. Malheureusement, tu ne le connais pas. Mais tu as vu Prière d'un petit enfant nègre. Dis que c'est un poète. Ne va pas dire guyanais, malien, etc. Lors de nos compositions, il y avait Robert Milares Sall qui s'écrivait avec S-A-2-L, mais beaucoup ont dit que c'est un poète sénégalais, alors que c'est un poète sud-américain dont on a traduit l'œuvre. Donc, vous voyez comment ça fait de dire que c'est un poète, certains diront négritude et tout ça. Donc, tu ne le connais pas, voilà. Et même la situation, tu peux avoir une situation un peu dynamique, tu peux situer comme on amène le sujet. Tu peux dire, par exemple, le thème de la femme a souvent inspiré les poètes de la négritude. Ainsi, Léopold Sédar Senghor, à travers ce poème, etc. Ce poème extrait de son recueil Chant d'ombre, ainsi de suite. Quelqu'un peut dire, voilà, l'expression de la douleur a marqué la poésie romantique. Donc, ainsi, le chef de file Victor Hugo donc, publia Les Contemplations, recueil marqué par la mort, etc. Sinon, si tu ne peux pas faire ça, tu dis ce texte tiré du recueil tel, si c'est un recueil. Mais tu ne peux pas dire tiré du recueil Les Soleils des Indépendances, par exemple. Ce n'est pas un recueil, c'est un roman. Les recueils, c'est les nouvelles, c'est peut-être des contes, recueils de fables, peut-être, voilà. Là, c'est le commentaire. Donc, voilà, toute l'introduction sur 3, le développement, ou ce qu'on appelle le commentaire proprement dit, sur 7, la conclusion sur 3, la correction linguistique. C'est-à-dire, il faut que tu montres que tu es passé par le collège ABS ou bien Sorbonne ou voilà, Tagori Transgambien ou Aounsane. Donc, il faut bien montrer que voilà, tu maîtrises la langue française, que l'accord du participe passé, quand deux verbes se suivent, etc., d'avoir une préposition. Donc, sur 4. Et la présentation sur 2. La présentation, ces 2 points-là, tout le monde doit les prendre. Voilà. Et là, c'est sur la dissertation. Puisque vous avez la grille, vous pouvez l'exploiter et savoir ce qu'on attend de vous. Bien, donc moi, avant de donner la parole à madame pour qu'elle termine le mot de la fin, je voudrais vous conseiller dès à présent de commencer à entrer dans la posture d'un candidat. Ça veut dire vous devez dormir tôt, vous lever tôt. Il n'y a aucune épreuve qui se fait la nuit. Donc, si vous habituez votre cerveau à réfléchir entre 11 heures du matin et 3 heures du matin, et que le jour J, vous lui dites à votre cerveau qui a l'habitude de dormir de 8 heures jusqu'à 10 heures, non, aujourd'hui, tu ne vas pas dormir, tu vas fournir le maximum alors que tu devais dormir, mais aujourd'hui, tu ne vas pas dormir. Donc, vous voyez que ça crée des problèmes. Même, il arrive même fois que des gens vomissent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre de petit déjeuner avec maintenant le stress et tout ça. Ne change pas tes habitudes. Même si tu dois venir avec une petite collation, je ne sais pas, biscrème ou tout ça, tu n'as pas l'habitude de prendre le petit déjeuner. Pendant toute l'année scolaire, ne prends pas le petit déjeuner. Et viens avec de la collation, voilà, des biscrèmes, des choses que tu peux grignoter peut-être à partir de 10 heures, sans trop déranger, bien évidemment. Donc, autre chose aussi, il y a un avant, l'avant, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il faut aussi aller avant le jour de l'examen à ton centre pour vérifier. Surtout si ce n'est pas ton école, même si c'est ton école, va voir le bâtiment. Si possible, si on n'a pas fermé, la table. Parce que toi qui as l'habitude de t'asseoir peut-être au milieu ou à la fin, au fond,
le jour J, tu viens, on te met devant. Tu n'as pas l'habitude d'être devant. Ou bien, toi, tu as toujours l'habitude de te mettre devant. Ce jour-là, on te met derrière. Tu ne te sens pas bien. Donc, si tu le savais depuis bien avant le jour J, 2 jours avant, ben, tu es préparé psychologiquement. N'attends pas le jour, et j'ai vu ça avec comment on appelle encore, les épreuves facultatives, des gens qui ont perdu plus de 30 minutes. Parce qu'ils viennent le jour J pour se dire, moi, je ne trouve pas mon numéro. On leur dit, le numéro est là-bas. Ils disent, non, 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 ça ne se trouve pas là-bas. Alors que ça se trouve là-bas. Où ils ne devaient pas aller dans ce jury-là, ils devaient aller à l'autre jury. Donc, vous ne faites pas ça. Partez avant le jour J. Repérez votre salle, votre table si c'est possible, au moins la salle, et puis rentrez et venez à l'heure le jour. Pendant l'épreuve, c'est que ku dëgër bopp defe naa élève Sénégal ngay jàppale. On te dit, ne viens pas avec ton téléphone, même éteint. Mais tu vas dire, non, 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 je vais l'amener, etc. Maintenant, tu viens, un téléphone sonne, on ne sait pas quel téléphone a sonné. Le président du jury, il demande de fouiller tous les sacs et même les poches. Et comment tu fais maintenant? Tu dis, non, 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 ça ne marche pas. Je dois même aller voir le réparateur. L'office du bac va te sanctionner. C'est comme on dit, on ne doit pas fumer le yamba. Tu dis, non, 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 je l'ai dans ma poche, je ne l'ai pas allumé, je n'ai même pas d'allumette. Je n'avais pas l'intention, on m'a envoyé. Mais on t'a dit, c'est défendu. Ce n'est pas est-ce que tu dois fumer ou non. Et l'office du bac, je vous jure, cette année, va tout faire pour sanctionner des coupables et peut-être même des innocents. Ce que j'appelle innocents, ils ne sont pas si innocents que ça. On te dit, n'amène pas. Toi, tu dis, non, tu sais, mon Jakartaman, il doit venir me prendre parce que j'éteins, je vais mettre dans mon sac. Après, on ne va pas vérifier. Voilà. Mais on vérifie, on va te sanctionner au même prix que celui qui était en train d'utiliser ChatGPT. On va te sanctionner et sévèrement. Et c'est la seule solution que l'office du bac a pour endiguer ce fléau. Vous avez entendu les fuites, vous avez entendu les élèves qui utilisent ChatGPT, etc. L'office du bac se dit, il faut taper fort cette année-là, 2025. Comme ça, 2026, les gens. La peine de mort, elle est faite pour quoi? Elle n'est pas faite pour celui qu'on tue, hein. Elle est faite pour les autres qui sont en train de regarder le condamné être exécuté. Comme ça, ils vont se dire, ah, n'y faut pas. Parce que les gens vont se dire, non, 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 bah, mais tant que, et vous avez vu que l'année passée, il y a des gens qui ont été sanctionnés, alors qu'ils sont venus avec leur téléphone, pas dans l'intention de tricher, mais ils ont été sanctionnés. Donc, vraiment, il faudrait faire ça. Maintenant, après, durant, donc on ne triche pas, on ne communique pas, on a son matériel au complet, Blanco et tout ça, calculatrice, on n'emprunte pas. Maintenant, après, tu as terminé. Ce n'est pas parce que tu vas faire maintenant des commentaires que ce que tu as écrit va changer sur ta feuille. Tu l'as déjà écrit. Passe à autre chose. Pense à l'épreuve qui va venir. Mais si tu dis, oh, mais l'épreuve de mathématiques, là, moi, je pensais que j'allais avoir une bonne note. Ou bien l'épreuve de philo, je suis vraiment passé à côté. Et tu te décourages. Et qui te dit que ce n'était pas le français et l'histoire géo qui allait te permettre de passer d'office? Alors que toi, tu es déjà découragé pour dire, non, man, je sais que cette année, mon baroul, parce que philo, j'ai l'habitude d'avoir de bonnes notes, j'ai cité, mais fais comme s'il n'y avait rien, fais table rase. Et comme chaque épreuve doit être unique pour vous.